Bien, bonsoir. Pardon d'être en retard, je viens d'un jury où j'étais avec Peter Cook, et donc je reste dans l'ambiance anglaise. Et maintenant, nous allons passer à David Chipperfield. Alors, David a choisi comme thème Continuity. Je traduis en français discontinuité. Alors, c'est assez amusant venant de sa part. Je pense qu'il y a évidemment de l'humour derrière tout ça, derrière le rempart du sérieux. Car, comme vous le savez, il a été formé à l'école des high-tech, à l'école de Norman Foster, de Richard Rogers, et malgré tout, il n'a pas pu s'empêcher d'en dévier, de faire complètement autre chose. Il va sûrement nous expliquer pourquoi, et nous expliquer pourquoi il ne croyait pas dur comme fer, comme on dirait en français, à cet axe de la flamboyante modernité. Bien, David Chipperfield, c'est ce qu'on va dire un minimaliste. Il ne sera peut-être pas d'accord avec le mot. C'est-à-dire, en tout cas pour moi, je l'ai toujours connu et à travers ses boutiques, ses maisons, puis maintenant ses bâtiments beaucoup plus grands. La marque de Chipperfield, c'est le raffinement, la subtilité et, je dois souligner, sans aucun maniérisme. Et c'est là où, en tant que critique, il m'a toujours beaucoup intéressé. Voilà, c'est quelqu'un qui, évidemment, n'est pas un radical. Il dit même que, après ce grand débat des années 70 et qui opposait les tenants de la table rase aux postmodernistes, que lui, justement, il était comme au théâtre pour écrire des répliques à l'histoire et au contexte. Donc je pense qu'il développera beaucoup ces idées-là dans sa conférence de ce soir. Évidemment, ces références sont maintenant plus Sisa ou Moneo, ça n'étonnera personne vu la voie qu'il a choisie. Et il dit lui-même que le tournant de sa carrière, j'espère qu'il nous expliquera ce soir, est son fameux bâtiment de Henley-on-Thames. C'est un bâtiment de Rowing Club, ou le Rowing Museum plutôt, fait à partir de 4 granges. Voilà, un travail d'une subtilité, comme je le disais tout à l'heure, sur, en effet, peut-être raviver. Évidemment, beaucoup disent tradition, modernité, ces termes très très galvaudés, mais je crois qu'il y a beaucoup d'autres choses que cela. Et je soulignerai que ce bâtiment est sorti en 1997, et 1997 est une année très importante pour l'architecture, car, comme vous en souvenez tous, c'est l'année où Frank Gehry sortait le bâtiment de Bilbao. Donc là, j'y vois une opposition extrêmement forte, extrêmement puissante, qui montre bien les positionnements des uns et des autres. Évidemment. Chipperfield, c'est avant tout la quête de sens, c'est avant tout plus qu'une quête de forme, on l'aura compris. Alors, je vais très vite lui passer la parole parce que cet homme d'intérieur qu'on a connu avec les boutiques très chics, Issey Miyake, Dolce & Gabbana et compagnie, aujourd'hui travaille sur des échelles beaucoup plus importantes et travaille beaucoup plus sur la ville, devrait-on dire, avec un grand projet, donc on attend tous à Berlin, dans le musée, le quartier des musées, et puis un projet à Milan avec des associations des plus intéressantes, mais là, je ne voudrais pas dévoiler le secret de ce soir. Voilà. David. I'll use this one. Thank you very much. Merci beaucoup. Thank you very much for coming to this lecture, given the weather is so D'être venu à cette réunion avec ce beau temps. compete with Je ne suis pas sûre having a beer in a bar que je fasse le poids an evening like this. avec une bière à la terrasse d'un café par un soir comme Thank you for the celui-ci. introduction. Merci beaucoup And de m'avoir présenté. I would like to say, well, maybe have the first slides. Can I have the first slides? Est-ce qu'on peut avoir la première diapo, s'il vous plaît? Can we put the... Okay, they're coming. The title of my lecture is Le titre de mon exposé, Continuity and c'est Discontinuity. Continuité, discontinuité. And I'm interested in my work to see Dans mon travail, the relationship ce qui between m'intéresse, c'est de voir le rapport tradition and
invention. entre la tradition et And the l'invention. modern movement was Et le clearly, mouvement moderne in a way, founded a été fondé the idea of d'une certaine discontinuity, manière the sur idea of l'idée de change la and of discontinuité, du breaking changement, with history. de la rupture par rapport à I think by l'histoire. the time, Et uh, je by the pense time we got to the que 80s and 90s, and vers 20th les années century, 80, the 90, movement la fin du XXe exhausted. siècle. Donc ce mouvement, en fait, in my opinion, était that épuisé. concept of En tout cas, ce discontinuity concept de and discontinuité breaking with était history épuisé was à no mon longer avis. Et so desired. il n'était plus aussi fact, souhaitable I think de there rompre became a avec new l'histoire. interest, En fait, In history, un and nouvel through intérêt s'est writings développé of pour l'histoire Tafuri and Aldo Rossi and the work of par Rossi. des travaux de Rossi, par exemple. A renewed interest, certainly when I was a Il y a un student, nouvel intérêt pour l'histoire. Et quand j'étais étudiant, in history, and therefore continuity. je me suis intéressé à l'histoire et donc à la continuité. Tendencies that occupy Il y a deux tendances our work. qui occupent notre travail. The first is an interest in shared Le and premier, recognizable, some ways solid c'est qualities. un intérêt pour des qualités solides, reconnaissables, partagées, qui élabore sur les travaux de Richards, qui décrit non pas des fonctions mais des buts qui se rattachent à des idées sans prétendre à des justifications techniques ou scientifiques. Mes professeurs faisaient partie d'une génération qui tenait à l'ambition fonctionnelle du mouvement moderne. J'ai travaillé pour Richard Rogers et Norman Foster. Ils s'attachaient à un déterminisme scientifique, une espèce de volonté de justifier leur travail par des raisons pseudo-scientifiques. Et c'est pourquoi je suis un peu soupçonneux de tout cela. Les architectes qui essaient toujours d'apporter des justifications à leur travail, qui les amènent au-delà d'un processus intuitif. Je suis assez en fait, je me méfie toujours de ce genre de justification. Je trouve que c'est un peu limitant. En fait, il existe une ligne qui protège les travaux modestes, c'est-à-dire des travaux qui trouvent leur signification en eux-mêmes, dans leur qualité apparente. Quand j'ai commencé à travailler dans les années 80-90, j'avais le sentiment qu'il y avait un certain nombre d'architectes qui essayaient de ramener les qualités physiques et partagées dans leurs travaux, comme Tadao Ando, par exemple. Enfin, les gens de cette génération qui auraient investi le mouvement moderne avec des ambitions physiques et un peu modestes. Ils n'écrivaient pas des scripts très compliqués pour leurs travaux. En fait, ce qui les intéressait, c'était de produire des choses belles. C'est ça que j'appelle un travail modeste. Le danger, évidemment, c'est que, mis en de mauvaises mains, la modestie devient un manque d'ambition et de la paresse. D'autre part, le travail ambitieux, le concept qui exige un narratif court le risque de devenir prétentieux, un phénomène de mode. L'effondrement du mouvement moderne est dû à un manque d'engagement de la part des architectes modernes. C'est une simplification, mais ce n'est pas irraisonnable. Les années 60-70 ont produit des travaux qui étaient des travaux de référence. Et les 20 dernières années ont vu deux nouvelles préoccupations. Tout d'abord, le rétablissement
de priorités simples, les architectes intelligents qui inventent des bâtiments avec des qualités physiques fortes. Je vous ai parlé de Césaire, de Andos Nozzi et d'autres. Et il y a une autre génération qui les a suivis, comme Lortina, Bruce, Matteo. Ce sont des architectes qui sont sûrs de produire des travaux qui sont compris en eux-mêmes, le projet lui-même. C'est là que réside l'architecture. L'autre tendance qui domine le paysage architectural, c'est un embellissement en fait. On idéalise et de plus en plus ce qu'on appelle maintenant l'architecture des icônes est devenue de plus en plus. Nous avons par exemple le Centre Pompidou, certains des opéras, le Guggenheim par exemple. Tout cela a confirmé la nécessité d'avoir des monuments instantanés. Et cette tendance ne se limite plus à la place du monument. Même les petits musées dans les petites villes ou les bureaux, doivent devenir des monuments. Donc, cette façon d'embellir l'architecture a ses avantages et ses inconvénients. C'est bien parce que ça met en lumière l'architecture, mais c'est mauvais parce que ça mine la réaction d'expérience de la part des architectes. Nous avons une certaine immaturité avec laquelle nous lisons maintenant l'architecture. Il y a des distances par rapport à l'architecture. Les bâtiments deviennent célèbres, non pas parce qu'ils sont agréables à habiter, mais parce que ça devienne des images. Ce n'est pas nécessaire d'aller au Guggenheim de Bilbao pour savoir que c'est un beau bâtiment, parce qu'il est devenu un bâtiment, un symbole puissant. À quoi ça sert de critiquer le fonctionnement de l'Opéra de Sydney, ou alors les frais de maintenance du Centre Pompidou, ou les espaces de galeries au Guggenheim? En fait, tous ces bâtiments ont réussi à un autre niveau. D'une certaine façon, nous avons acheté l'idée que l'architecture a un autre rôle à jouer, qui est un peu un rôle d'identité et de promotion. De plus en plus, je me trouve déçu par la réalité des bâtiments importants, non pas parce qu'ils ne sont pas très bons, mais parce que leur identité est tellement bonne que l'expérience physique n'apporte pas grand-chose. La semaine dernière, j'étais à Tokyo, où j'ai vu un bâtiment dont la visite a tout à fait répondu à mes attentes. Mais en fait, ça ne m'a rien apporté de visiter ces projets parce que ces projets sont tellement sophistiqués dans leur imagerie, ils sont tellement articulés que la qualité de l'expérience qu'ils donnent s'en trouve réduite. Comment pouvons-nous nier cette attente de la part de l'architecture? Quand un client vous dit qu'il veut construire un exemple, ça fait toujours plaisir à l'architecte. Évidemment, il s'emballe. Mais en fait, ils veulent créer un monument. Personne ne veut plus construire des bâtiments normaux. Tout le monde veut faire quelque chose de spécial. Est-ce que ce n'est pas ça que nous voulons faire en secret? Mais ce souhait de faire des monuments ne se limite pas au lieu des monuments eux-mêmes. Il y a également les magasins de mode qui veulent des monuments. Donc, l'imagerie de l'architecture contribue à construire cette demande de symboles. Donc, c'est avec cette anxiété que j'ai présenté certains projets, des projets qui sont en rapport avec la tradition et l'innovation, des projets qui se préoccupent de la place, de l'histoire, du matériau et de la forme. Et en fait, je donne mon identité en essayant de développer une qualité qui peut être détectée et
qui trouve sa place dans un programme, au point de vue contexte et au point de vue rituel. Les travaux que nous avons faits ont commencé par des ambitions physiques simples. Voici le magasin Dolce & Gabbana à Milan. Le programme pour un magasin de mode n'est pas tellement exigeant en fait. On essaye de faire des salles avec un aspect fermé. Mais dans ce genre de projet d'intérieur, nous avons expérimenté, nous avons essayé de trouver des solutions compliquées, mais non pas en rapport avec la programmatique. En fait, nous voulons que la tâche soit aussi pure et architecturale que possible. La tâche de vendre des vêtements peut être en fait inventer des machines compliquées pour les vêtements, des étalages ou des systèmes pour suspendre les vêtements. En fait, c'était de ça qu'il s'agissait dans nos premiers projets. Can we have the next? Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, voici une maison que nous avons construite à Berlin pour un politicien. Une chose qui est très difficile ou qui relève un peu du défi pour nous, c'est que chacun de nos projets se trouve dans un endroit différent. Et donc, l'idée du contexte n'est pas seulement une question de contexte physique, mais également de contexte culturel. Quand on nous a demandé de construire une villa dans un quartier riche et un peu luxueux de Berlin, on avait une attente d'une idée de solidité. Cette solidité venait non seulement du fait que le politicien devait avoir sa propre vie privée, disons, mais il y avait également une interprétation culturelle, donc une attente culturelle, si vous voulez. Et donc, cela m'intéressait de faire un bâtiment qui soit très protégé, très fermé. Deuxièmement, cela m'intéressait de faire un bâtiment qui ait des qualités fortes matérielles. Et donc, c'est ça que j'essaie de faire dans ce projet, dans pratiquement tous mes projets d'ailleurs. Le point de départ de ce projet n'est souvent pas très compliqué. En fait, il s'agissait de faire une villa en briques. Donc la question est de savoir comment faire une villa en briques et comment rendre le matériau, les qualités du matériau de ce projet très explicites. Comment rendre la brique, comment faire que la brique a l'air d'être de la brique. Comment avoir ce sentiment physique que donne la brique. Diapo suivante. Le début de ce projet, évidemment, n'est pas toujours une idée matérielle. En fait, au début, il s'agit d'une programmatique. C'est une idée culturelle. Qu'est-ce qui fait une maison? Comment interpréter les besoins du client de façon précise et comment en faire un projet domestique.
En plus, évidemment, il y a des préoccupations abstraites. La proportion des pièces, comment faire l'espace, comment jouer avec les matériaux. Et dans ces projets, l'idée du matériau est toujours très forte. Suivant. Suivant. Yeah, there's nothing profound about these. Il n'y a rien de très profond concernant ces petits projets. En fait, il s'agit d'exercices de forme, d'espace intérieur, de lumière et de matériaux. J'espère que je vais pouvoir, au cours de mon exposé, vous expliquer chacune des solutions a été développée à partir d'une interprétation d'un endroit, une interprétation de choses qui ne sont pas aussi explicites. Le contexte de l'endroit donne des indices très forts. Le contexte culturel, et évidemment les gens qui veulent utiliser cette maison, tout ça c'est plus difficile et c'est moins scientifique. Suivant. Il y a, dans un travail, dans une œuvre, une préoccupation dominante d'expérience. Autrement dit, je ne suis pas certain que cela vaille la peine de poursuivre une idée si les gens qui visitent un bâtiment ne peuvent pas la ressentir. Ça ne veut pas dire que le visiteur doit tout comprendre, mais que vos ambitions, les qualités physiques que vous souhaitez intégrer au projet doivent être reconnaissables. Et elles ne doivent pas avoir besoin d'explications, en fait, elles doivent être apparentes. Donc il y a toujours cette anxiété, qu'il s'agisse de faire une villa en briques ou alors un musée en bois. Il y a toujours ce souci de prendre les décisions, et toutes les décisions architecturales, de rendre ces décisions explicites et compréhensibles. Les bâtiments ne sont jamais compliqués, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont minimaux. Je ne pense pas. Je crois qu'ils ont une ambition qui va au-delà du minimalisme. Mais d'autre part, ils essayent de créer des expériences physiques qui sont explicites, comme je vous l'ai dit. Et ces expériences ne sont pas seulement en rapport avec la matérialité du bâtiment, en quoi il est fait, en quoi il est revêtu, mais également au niveau de l'expérience spatiale, au point de vue vue et au point de vue lumière. Suivant. Donc voici un des tout premiers bâtiments que j'ai fait. En fait, c'est le seul grand bâtiment que j'ai fait en Angleterre. C'est un projet qui a été conçu il y a 15 ans et qui a été terminé il y a 5 ou 6 ans. Il était très bien accueilli, il a reçu de nombreux prix, mais ça ne m'a pas amené davantage de travail en Angleterre.
Mais c'est un projet très important pour moi. C'est un projet que j'ai commencé en 86 ou en 87. Et il se trouve dans un endroit très très conservateur. C'est un parc naturel, c'est tout près de la Tamise et c'est dans un village dont les habitants sont riches, disons. Et les riches ont tendance à être plus conservateurs que les autres. Donc, c'était un problème énorme que d'obtenir l'autorisation de construire ce bâtiment. Et au début, j'ai décidé que soit je devais construire un bâtiment qui, dans une certaine mesure, s'intégrait, trouvait sa place et était compréhensible pour la population locale. Et on faisait un effort pour être compréhensible, ou il serait rejeté. Le processus de planification est très compliqué et très restrictif en Angleterre. Et même avec la solution que nous avons adoptée, nous avons eu pas mal de problèmes. Mais au départ, j'étais déçu par l'idée qu'il se pourrait que j'ai à envisager des formes traditionnelles pour ce bâtiment. Et là encore, n'oubliez pas que c'était en 86-87. Ça a l'air très peu moderne de faire un toit de cette forme-là, parce que le mouvement moderne avait banni les toits en pente. En fait, c'est un bâtiment qui m'a vraiment forcé à me demander pourquoi l'architecture moderne devait toujours aller chercher des idées discontinues. Pourquoi est-ce qu'il devait toujours avoir des ambitions radicales? Pourquoi est-ce qu'il devait faire des formes et des concepts qui se distinguaient du passé? Pourquoi ne pouvons-nous pas, quand ça convient, pourquoi ne pas emprunter à l'histoire? Pourquoi ne pas trouver des choses qui sont familières tout autant que non familières? Donc ce bâtiment a connu beaucoup de succès de ce point de vue-là. Il est très bien accepté par une population locale qui était très méfiante au départ. Et d'autre part, il a été accepté comme un bâtiment d'architecture moderne tout à fait très bien accepté. Et donc, d'une certaine façon, j'ai rempli mon ambition ici. Il me semblait que l'architecture pouvait être comme n'importe quoi d'autre, c'est-à-dire que nous pouvons nous en inspirer. Nous pouvons nous inspirer de choses qui sont familières et qui sont reconnaissables, que nous aimons. Mais ça ne veut pas dire que ça doit être un pastiche, ça ne veut pas dire que nous ne faisons pas de progrès. Oui, en fait, c'est l'édifice, si vous voulez, qui m'a fait réfléchir, qui m'a fait considérer, envisager. Et là, je crois à nouveau que 15 ans plus tard, ce n'est peut-être pas une réflexion très profonde puisque les choses sont devenues beaucoup plus acceptables. On peut effectivement petit à petit puiser dans l'histoire. On peut reprendre des idées, les faire siennes et les rejeter également lorsqu'on ne souhaite pas les faire siennes. Dans les années 90, néanmoins, il y avait toujours ce désir d'expliciter les choses, en tout cas dans l'art moderne. Et moi, j'étais intéressée par essayer de, en fait, réaliser des choses qui, d'une certaine manière, sont rassurantes. Vous voyez, je ne voyais pas pourquoi il fallait, en fait, mettre les gens mal à l'aise. Il y avait une certaine gratification, en fait. J'ai été gratifiée par la construction de cet édifice. En faire un édifice populaire. Cette popularité était, bien sûr, la conséquence d'un compromis, nécessairement.
c'était sans doute s'engager pour moi. C'était un engagement. Et cela m'obligeait à m'élargir, à m'ouvrir à d'autres influences. C'est un projet que nous venons de terminer à la vérité. Nous venons de le terminer pour un artiste anglais, Anthony Glomé. Et en fait, il s'inscrit dans la foulée du premier édifice que nous avons vu. Car en fait, il y a effectivement cet intérêt pour l'argent, la couleur argentée. Je suppose, à la vérité, que d'ailleurs, suivant les mêmes préoccupations que pour les projets antérieurs, les autres projets, lorsque nous en venons à engendrer des formes, alors d'où vient cette idée formelle, cette forme? C'est un élément qui est difficile à saisir. C'est une question qui est difficile à répondre de la part de l'architecte. On peut tout justifier. On peut justifier tout à peu près. Enfin, on peut justifier, si vous voulez, des systèmes structurels que nous utilisons. Nous pouvons également justifier les matériaux. Mais les formes sont difficiles à justifier. Et d'une certaine manière, c'est vrai que la rhétorique architecturale se concentre sur la justification à soi-même et aux autres du pourquoi des formes qu'on a choisies. Les projets que nous essayons, et ce n'est pas exclusif à la vérité, parce que c'est vrai qu'il y a d'ailleurs peut-être des projets qui sont moins inspirants. Mais en tout cas, moi j'essaye en tout cas de penser et de croire qu'un tel bâti est unique à l'endroit où il se trouve. C'est en tout cas la manière dont je fonctionne, si vous voulez. Je n'essaye pas. Pour moi, un projet est un échec si il n'engendre pas, s'il ne génère pas des idées qui sont uniques dans l'environnement dans lequel il se trouve et pour le dessin pour lequel ce projet a été mis en œuvre. Vous voyez, en fait, à Berlin, nous n'avons pas fait quelque chose qui puisse être fait ailleurs. Non, pour moi, c'est à Berlin qu'on peut faire ce que nous nous proposons de faire, si vous voulez. Un studio d'artistes ne va pas être porteur des mêmes idées qu'un autre édifice. Nous pouvons réaliser certaines choses en fonction d'un contexte, d'une contextualisation. Alors, ce bâti se trouve dans une zone industrielle, si vous voulez, une zone à King's Cross qui est assez dure. Et donc, les artistes cet artiste souhaitait une certaine lumière du jour dont il souhaitait profiter et qui devait venir de la partie supérieure, donc du toit. Bien que nous avons résisté à cette tentation au début, nous avons essayé d'échapper, de contourner. Nous avons en tout cas accepté cette piste à printemps et c'est vrai, nous avons retravaillé, si vous voulez, nous avons refait, si vous voulez, un espèce d'édifice industriel, un bâti industriel. Donc, ça pourrait être une version moderne d'un bâti industriel, une version 20e siècle. Alors, oui, passons à la diapo suivante. Alors, l'environnement de travail d'un artiste, surtout de celui-ci, qui est sculpteur et qui fait des ouvrages assez importants, assez grands. Donc, il travaille des matériaux très lourds et donc, il avait besoin de grands espaces qui lui permettent d'accueillir ces grandes sculptures. Également, il souhaitait un espace à l'extérieur, devant son atelier. Ici, vous voyez, ceci est devenu en fait un endroit qui est devenu très très important dans le cadre de ce projet, pour lui en tout cas, parce qu'en fait il souhaitait utiliser cet espace pour construire aussi ses sculptures. Et donc nous avons, si vous voulez, imaginé l'escalier de l'intérieur vers l'extérieur. Tout le projet, si vous voulez, repose sur cet escalier. Si vous voulez passer de cette pièce à cette pièce, vous devez ressortir et prendre l'autre escalier.
Donc, c'est un peu pervers d'ailleurs, ce qui d'ailleurs pourrait mettre mal à l'aise pas mal de personnes qui devraient y travailler. En même temps, cela remet au cœur, si vous voulez, de ce projet cet espace qui est extérieur, cet espace de rite de tous les jours, de sortir et de se retrouver dans un studio extérieur. Yes, suivant. Suivant. There are certain projects where il y a certains projets building on simple qualities is quite difficult. This is qui requièrent une certaine qualité de construction. Ça, c'est un projet de logement à Madrid et le programme est très, très rigide et notre capacité à inventer, notre inventivité ici se trouve très limitée. En fait, notre typologie ne peut être développée à l'infini, loin s'en faut. Et donc, le lieu est une zone de banlieue, encore en friche, si vous voulez, qui ne présente aucune caractéristique physique particulière. Et nous travaillons sur un vide. On travaille à partir de rien, à partir d'un terrain en friche. Et donc l'idée était ici, on nous a demandé, on nous a dit, cet édifice doit en tout cas avoir ce type de toit en appentis. Et donc nous avons souhaité que le toit et les murs soient dans le même matériau. Et l'idée de la répétition nous est devenue chère, si vous voulez, parce que c'était à Madrid. Toute l'idée de la profondeur de la façade est devenue une idée extrêmement importante, une thématique importante dans la conception de ce projet. Alors, si vous voyez ici, c'est ici un espèce de cloître que nous avons essayé de reproduire, qui conduit à la porte d'entrée. C'est un lieu collectif, c'est un lieu commun. Ici, une loggia qui conduit aux différents logements. L'idée de la façade, c'est effectivement tout un jeu de surface et de répétition que nous avons voulu et de profondeur. L'idée était que la façade soit fabriquée en panneaux, en terracotta, donc des panneaux de terracotta, et également en béton armé. Nous étions intéressés à en fait donner cette qualité tectonique à la façade pour que, si vous voulez, les fenêtres deviennent des espaces, des ouvertures entre les parties solides. Cette répétition des fenêtres a été voulue, bien sûr. Il s'agissait de creuser des orifices dans une façade qui donne une forme un peu comme des plaques qui seraient mobiles et qu'on pourrait glisser sur la façade, ces parties solides entre les fenêtres. Suivant. Donc, l'édifice n'est pas terminé. Dans quelques mois, il le sera. Et ici, vous voyez bien cette idée de plaques, si vous voulez, de ciment armé. Nous avons donc joué sur 3 couleurs de plaques. Et l'idée était de prédéterminer cet aménagement, cette variation des couleurs, de la texture. Ça, c'est avant le nettoyage. La vérité, tout ce blanc, bien sûr, sera nettoyé, sera effacé. Vous voyez ici l'idée de l'ombre, de la profondeur, cette espèce de qualité tectonique que nous avons voulu donner à cette façade. Il y avait peu de possibilités. C'était un projet assez fermé, assez rigide. Le lieu était peu favorable, peu de programmes également possibles. Donc l'ambition du projet s'est centrée sur ces qualités tectoniques et puis l'idée des fenêtres, de ces ouvertures, de ces pénétrations. Les appartements, en fait, présentent des qualités extrêmement réduites également. D'ailleurs, ce sont des logements sociaux très bon marché, peu onéreux. Donc, en fait, le plan présentait très peu de possibilités.
qualité. La seule chose que nous pouvions effectivement offrir, c'était la qualité de fenêtres, d'ouverture. Et donc, ici, vous les voyez, les différentes fenêtres sont des ouvertures jusqu'au sol, ce qui me paraissait important. Ici, c'est une maison un peu plus onéreuse, cette maison-ci. Nous avons joui d'un budget un peu plus étoffé. C'est pour un client de New York, de la partie occidentale, West Village. Il s'agit d'une maison de 5 étages et qui a été achetée par un client sans famille et qui souhaitait en fait se divertir, qui souhaitait être bien dans sa maison en tant que personne seule. J'étais surpris à la vérité car il a acheté cette maison. Moi, j'ai essayé de le conseiller d'acheter un loft, mais enfin, une fois cette maison achetée, nous avons décidé de la transformer en loft. Et la manière dont nous l'avons fait, la manière dont nous l'avons réalisé, la manière dont nous avons souhaité faire fonctionner ces 5 étages, si vous voulez, de manière journalière. Parce que le problème de maison, c'est en fait, on a tendance à vivre à un étage ou à un autre, si vous voulez. Et finalement, on vit à 2 étages et on n'occupe pas le reste de la maison. Alors comment forcer, si vous voulez, la main pour qu'il y ait une espèce de continu, une espèce de relation continue entre les différents étages? Ce que nous avons fait, avons déplacé les escaliers qui se trouvaient dans un coin et l'escalier, si vous voulez, est devenu une pièce centrale qui relie le toit au fondement de la maison. C'est un peu comme le niveau de... Ceci, c'est le niveau de la rue, ici, c'est le niveau du jardin. Ici, si vous voulez, c'est le lieu public. Ici, c'est le lieu de la cuisine, le niveau du living, ici, le salon, l'étude, la bibliothèque et vous avez au dernier étage, en fait, les chambres et ensuite la terrasse. Donc, nous avons essayé de concevoir un escalier qui assure un lien entre la partie supérieure et la partie inférieure de la maison. Essayer d'utiliser les espaces en fonction de l'escalier. Ici, vous pouvez voir sur cette diapositive comment cet objet, l'escalier, relie les différents. Il y a une espèce d'équilibre entre, si vous voulez, des pièces qui sont extrêmement statiques et cet escalier qui donne un dynamisme à la maison, cet escalier en bois qui dynamise terriblement ce logement. Donc, utiliser les escaliers et l'espace autour des escaliers. Il y a donc un lien ainsi qui se crée entre les différents niveaux de la maison et la lumière se redescend, si vous voulez, se disperse au départ de la partie supérieure vers le soubassement de la maison. Suivant. Une autre maison que je souhaitais vous montrer, qui en fait va certainement vous faire ressentir ce qu'est qu'un contexte physique. C'est donc la côte atlantique de l'Espagne, la partie nord-occidentale à la frontière du Portugal. Ici, vous voyez l'Atlantique. C'est un village de pêcheurs qui est protégé. Ici, c'est un port qui est protégé. La mer est ici. Et donc, tout le front de mer est construit. C'est une espèce de rue, de formes différentes façades. Et nous disposons ici d'un espace libre qui se trouve exactement à cet endroit pour construire cette maison au milieu de ce bâti, de ce mur de maison. Alors, c'est déjà construit. Alors, ces différents bâtis qui ne présentent pas de qualité architecturale extraordinaire, en fait, contribuent à
un peu à la qualité de l'endroit, un peu plus ponctuelle. C'est une qualité informelle, laide, à la vérité, la plupart du temps. Mais la tâche est de se poser la question comment construire au milieu d'un mur tel que celui-ci, comment construire au milieu de cette façade qui est la façade du village vers la mer, tournée vers la mer. Voilà le site ici, vous voyez, avant de construire sur le terrain. Vous pouvez voir, la qualité du bâti environnant n'est pas extraordinaire, loin s'en faut. Et ce qui est étrange également, c'est qu'il faut évidemment s'imaginer que la vue ici, bien sûr, est fabuleuse, elle est incroyable. Et néanmoins, vous voyez que les fenêtres ici dans ces constructions sont ce qu'elles sont. Vous savez, les pêcheurs, lorsqu'ils ont terminé leur journée de labeur, en fait, ne rentrent pas chez eux pour regarder la mer. Donc, le paradoxe, si vous voulez, de ce village est qu'il n'y a pas de grandes fenêtres. Il y a ici une construction qui, en fait, n'a pas du tout de fenêtre donnant sur la mer. Tout simplement parce que la mer, c'est d'où vient l'eau, l'humidité, etc. Et donc, en fait, c'est plutôt porteur de préjudice qu'autre chose. Donc, pour nous, néanmoins, bien sûr, la raison de cette construction était, bien sûr, de tourner vers la mer et de s'ouvrir à cette mer. Donc, j'ai souhaité faire un projet qui s'inscrive dans ce contexte, mais en même temps qu'il soit différent de ce qui avait été construit auparavant. Voilà la proposition que nous avons faite. Nous avons repris, si vous voulez, les géométries existantes dans le village, des bâtis voisins. Nous avons également repris cette idée des petites fenêtres que les pêcheurs avaient souhaitées pour leur propre construction. Et nous avons donc construit une espèce de pont qui permet la poursuite de cette ligne de toiture et permet une certaine conjugaison, une conjonction entre les fenêtres. Et nous avons bien sûr un soubassement en pierre. Voilà cette maison construite. Vous voyez les lignes, la géométrie, c'est l'arrière de cette maison. La géométrie, en fait, a été vraiment insérée dans la construction, la maison, et ce bâti s'inscrit tout à fait, appartient. Tout l'environnement se l'approprie. Et en même temps, ce bâti se distingue du bâti environnant. Et donc, je pense que c'est un exercice extrêmement intéressant. Comment faire une maison moderne, distincte des autres, et en même temps, sans vraiment être en dehors du coup, être hors de propos par rapport ou en rupture avec le bâti existant. Ici, vous voyez la vue que les pêcheurs refusent bien sûr d'avoir. Je vais vous montrer encore un certain nombre de projets publics. C'est la côte de Salerno, dans le sud de l'Italie. Vous voyez ici le port. Oh, c'est une photo qui n'est pas très flatteuse de Salerne. Ici, vous voyez le centre historique qui a été construit près de la colline. Et sur la partie de la plaine, on a construit un bâti beaucoup plus moderne, donc un peu, d'ailleurs, selon la construction de Naples, séparé de Naples, d'ailleurs, par une côte. Finalement, Naples se trouve un peu au nord, ici vous voyez. Il n'y a pas de caractéristiques particulières. Il s'agit effectivement d'une zone tout à fait industrielle qui ne présente pas des caractéristiques particulières, loin s'en faut. Ici, nous avons notre projet
C'est un projet que nous avons conçu dans le cadre pour un concours et qui nous avait été commandé d'ailleurs dans le cadre d'un concours. En fait, il y avait deux idées essentielles dans ce projet qui ont inspiré ce projet. Tout d'abord, il s'agit d'un énorme palais de justice, 70 000 mètres carrés, qui est très, très impressionnant, la vérité. C'est une institution que nous devions construire, que nous aurions dû construire. Et le statut, la condition, au fil des 10 dernières années, la condition de la justice a été extrêmement fragile. Et donc, j'étais très intéressée, si vous voulez, très intéressée à peut-être rompre, à étioler ce pouvoir institutionnel du palais de justice, de la cour, du tribunal, et peut-être renforcer son rôle en tant qu'édifice public, mais pas siège de l'autorité, oui, mais pas du pouvoir. Donc j'ai voulu m'éloigner de ces constructions singulières qui représentent les grands édifices publics qui doivent donner l'idée du pouvoir. Alors, tout d'abord, nous avons pensé à la circulation. Le palais de justice, normalement, est un grand édifice avec des colonnes, avec des escaliers, d'énormes escaliers, et en son sein, en général, il y a de nombreux corridors, passages, passerelles, etc. Compte tenu du climat de Salem, qui est très, très agréable toute l'année, tout au fil de l'année, ce n'est qu'en été, de juin à août, qu'il fait un peu trop chaud, mais en général, d'ailleurs, ce lieu est fermé. Donc, nous pouvons, une fois que l'on sépare ce qui aurait pu être un grand édifice en plusieurs petits édifices, on peut ne pas les relier par des passages, mais par des jardins, par des patios. C'est une autre solution, c'est une autre conjugaison, c'est une autre couture, si vous voulez. Bien sûr, on n'aurait pas pu le faire à Berlin, à Londres. Compte tenu du climat, néanmoins, dans le sud de l'Italie, la construction de ce type de jardin qui permettent la liaison entre ces différentes constructions était particulièrement idoine. Ici, c'était une idée tout à fait acceptable. Et voilà comment a évolué ce projet. Vous voyez ici la construction. Vous voyez cette conjugaison des volumes. Et bien sûr, des jardins, des cours. Chaque cour, chaque jardin est planté de différentes essences, fleurs, arbres. Et en tant que visiteur, vous pouvez vous promener et passer d'un édifice à l'autre. Vous vivez une autre expérience, bien sûr. Ce n'est plus l'idée de corridors kilométriques, mais de 5 jardins qui vous conduisent d'un lieu à l'autre. Alors, autre qualité, dans une ville comme celle-là, du sud de l'Italie, et d'ailleurs dans toute ville italienne, il y a bien sûr une grande crise, et donc il faut protéger les espaces publics et cette idée de jardin où des personnes puissent s'asseoir, même si effectivement elles ne venaient pas au tribunal, nous apparaît quelque chose d'attirant. Ici, vous pouvez voir la conception, ici la base, avec les différents jardins. La même idée reprise ici avec la construction, la mise en place des différents édifices de différentes hauteurs. Et ici, vous voyez l'entrée, le jardin, le début de la séquence, premier jardin, première cour, si vous voulez. Et puis là, il y en a un autre, le bâtiment. Alors, les bâtiments sont construits en terracotta, du béton. Ce sont des panneaux composites qui sont faits de terre cuite, qui est produite ici dans la région, 3 couleurs différentes, vous pouvez le voir.
Et autre qualité de l'édifice, c'est que chaque fenêtre s'ouvre, même dans un climat comme celui-là, du sud de l'Italie. Nous sommes parvenus à imaginer l'utilisation d'une ventilation naturelle soutenue d'ailleurs, appuyée, bien sûr accompagnée par évidemment une ventilation plus mécanique. Mais chaque bureau a une fenêtre qui s'ouvre et ces grandes ouvertures sont des espèces de cheminées qui apportent de l'air frais dans le bâtiment si nécessaire. Et donc, ces grandes ouvertures aident, si vous voulez, à la ventilation de l'édifice et la ventilation interne, intérieure de l'édifice. Encore un projet public, toujours en Italie. Il s'agit du cimetière de Venise. C'est une des grandes îles, le grand canal de Venise. Ici, Murano se trouve ici. Ici, c'est le bout de Saint-Michel, une des plus belles églises ici de Venise, Saint-Michel, et le cimetière de Venise, qui en fait a commencé, c'était deux petites îles. Ici, c'est le couvent de Saint-Michel. Et c'est devenu en fait le lieu d'enterrement, d'inhumation. Et donc, nous avons que ce cimetière s'est développé au cours de l'époque napoléonienne, après au XIXe siècle. Ici, la dernière phase a été construite dans cette partie. Bien que l'image de l'île vue de l'extérieur rappelle cette idée romantique de la mort, en fait, à l'intérieur, l'organisation est beaucoup plus municipale, un aménagement peu intéressant, des tombes, des différents tombeaux. Et la dernière phase est une phase où ont été construits des murs un peu parallèles. Donc, nous avons donc participé à un concours pour construire la dernière île et la dernière extension de ce cimetière. Ici, il y a toute une série de murs parallèles que je viens de vous montrer. Passons à la diapositive suivante pour en savoir un peu plus sur le lieu. Voilà. Ici, vous voyez comment le système fonctionne à l'heure actuelle. C'est un peu un système de bibliothèque, si vous voulez. Vous avez une série de murs et lorsque vous recherchez votre grand-mère ou vos grands-parents, bon, vous passez par un corridor, vous essayez de vous souvenir du numéro, essayez de savoir dans quelle rangée elle se trouve, où vos grands-parents se trouvent. Alors, ma question était, s'il faut construire des murs, pourquoi ne pas utiliser les murs pour recréer des espaces? Et pourquoi ces espaces ne deviendraient-ils pas des jardins? Pourquoi ne pas donner à cette île un aspect plus humain? Pourquoi ne pas humaniser ce lieu avec la construction de jardins au milieu des murs? Alors cet espace, au lieu d'être planté d'arbres, un système, quelque chose de systématisé, on peut effectivement le rendre plus harmonieux. Donc, voilà le projet. Vous pouvez voir ce que j'appelle le système de bibliothèque. C'est un système mécanique. Vous avez la circulation. Et voilà comment nous allons l'étendre avec ces cours. Voici la maquette de nouvelle phase. Ressemble les cours. En fait, l'architecture n'a plus vraiment d'importance. C'est simplement une architecture en pierre simple qui crée des jardins. Suivant. Donc chaque cour a une disposition différente, des colonnes carrées, des colonnes rondes. Voici les murs à colombage. Et puis vous avez certains sols qui sont en pierre avec des plus petits arbres. Très rapidement, quelques projets de musées. Voici une extension
des archives de la bibliothèque allemande. Donc c'est les archives littéraires allemandes qui se trouvent à Marbach. C'est Schiller, voici la naissance de Friedrich Schiller. Après la guerre, la partie de l'histoire allemande lesquelles les Allemands se sentaient les plus à l'aise, c'était la littérature. Ils ont donc investi énormément dans la construction de ce complexe. Il était basé autour de ce bâtiment. Et il y a des centaines de personnes qui travaillent ici pour collecter des documents, les cataloguer, etc. L'idée est de construire une extension qui sera accessible au public. Donc, vous pouvez venir visiter des expositions d'archives. Et donc c'était un concours et c'est un autre projet où le contexte est un concept de grande sensibilité. Et donc le gros problème, c'est les matériaux. Le plaisir du visiteur devient de plus en plus important. Et donc, la qualité de l'architecture devient plus importante, comme nous l'avons déjà vu quand j'ai parlé de l'idée de magnifier les musées. Et donc, en fait, il faut que vous ayez plaisir à vous trouver là où vous êtes. Les musées, évidemment, essayent de vous couper de votre contexte. Et le paradoxe d'un tel endroit où vous êtes dans un paysage magnifique, c'est que vous avez ce problème. D'une part, vous devez protéger des matériaux et d'autre part, vous voulez une vue. Donc le bâtiment est construit en une série d'espaces dont certains sont sombres et protégés et d'autres vous rattachent à des endroits vers lesquels vous vous orientez pour avoir ce sentiment extérieur, d'être à l'extérieur. Voici un projet de musée typique où le musée est conçu comme étant le début d'un programme de réhabilitation. C'est le Mississippi, dans le Midwest. Chicago se trouve par là, environ 3 heures, et Des Moines se trouve par là, 3 heures également, et c'est tout à fait plat dans toutes les directions. Donc c'était une ville très commerçante sur le Mississippi. Historiquement, il n'y avait pas de bâtiments le long de la... il y avait des bâtiments le long du fleuve. Ensuite, l'espace a été modifié. Les gens ont déplacé leurs bâtiments et leurs magasins vers l'intérieur de la ville, qui est un endroit qui convient bien mieux pour faire vos courses, pour travailler, pour manger. Donc c'est devenu un petit peu une ville fantôme ici. Et pour faciliter le stationnement, on a battu tous les bâtiments qui se trouvaient ici. Donc petit à petit, ils ont continué à battre des bâtiments et il y a plus de parkings que de bâtiments à l'heure actuelle. Mais ça n'a aucun caractère. Donc l'idée, c'était de construire un nouveau bâtiment qui va rajeunir cette partie. Il s'agit d'un musée qui a 2 façades, une orientée vers le fleuve. Voici la base du bâtiment et vous pouvez monter depuis le fleuve jusqu'au bâtiment ici parce que c'est en zone inondable. Vous avez dans cette ville, il n'y a pas du tout la possibilité de vous tourner vers le fleuve, de regarder le fleuve. C'est un
phénomène énorme, ce fleuve. Il domine historiquement c'était la raison pour laquelle la ville se trouvait là à l'origine. Et maintenant, on l'a complètement ignoré. Donc, en fait, ce bâtiment est une façon de se tourner à nouveau vers le fleuve. Donc voilà, vous avez des fenêtres, voici l'entrée, les collections permanentes, l'aile éducative et voici les expositions temporaires. Donc vous avez une espèce d'atrium qui s'ouvre vers le fleuve. Voici le niveau inférieur qui vient depuis le fleuve. Voici l'autre niveau où on arrive par le centre-ville et vous avez une cour intérieure. Vous pouvez venir tard le soir, vous avez des restaurants, des bars, magasins, etc. Donc voici l'entrée depuis le centre-ville. Vous avez une nouvelle place du côté centre-ville. La rivière se trouve de l'autre côté. Voici la base qui est dans le plan inondable. Vous pouvez entrer par ici, vous pouvez sortir par l'autre côté. C'est une peau doublement vitrée, à double vitrage. Ici, les galeries permanentes ici, la partie formation et puis les expositions temporaires là. Ça, c'est en construction. Vous avez la double épaisseur de verre. Et voici le côté fleuve. Donc en fait, c'est un bâtiment qui a deux façades, l'une qui est tournée vers le fleuve, qui a un rapport un peu cérémonial avec le fleuve. C'est le seul bâtiment qui a ce genre de relation avec le fleuve. Et en même temps, vous avez la place derrière, vous avez l'escalier qui monte jusque-là vers les galeries temporaires. J'ai passé ceci très rapidement en revue. En fait, c'est un projet qui est très semblable. En fait, nous avons fait beaucoup de projets en Amérique du Nord. Les bâtiments culturels, les musées sont utilisés pour renforcer la structure publique, civique d'une ville. Donc ce sont des musées, mais avant tout, ce sont des bâtiments publics. Et donc le programme du musée a changé. Le dernier projet que je vous ai montré a une partie formation, éducation énorme. En fait, on essaye de rendre le musée plus vivant. Il n'est pas là uniquement pour les collections permanentes. Ça, c'est à Anchorage, en Alaska. Vous avez les montagnes d'Alaska. Derrière, il n'y a rien. C'est donc un endroit physique très puissant. C'est le musée d'histoire naturelle. Nous sommes en train de construire une annexe. Le musée joue très peu de rôle dans la ville à l'heure actuelle. Et notre bâtiment, qui sera situé ici, est une annexe du musée. C'est une amélioration de l'installation elle-même. Mais en plus, et c'est encore plus important, c'est une tentative de faire participer davantage le musée à la vie quotidienne de la ville. Donc c'est un nouveau programme pour des villes de moyenne importance où on veut apporter au centre-ville une destination. C'est pas pour les touristes, c'est pour les habitants sur place. Évidemment, les touristes peuvent visiter, mais surtout pour les habitants que c'est construit. Voici le bâtiment existant, voici notre nouveau bâtiment. Et encore l'idée, c'est de vous faire vous déplacer dans le bâtiment pour qu'en fin de compte, vous vous retrouviez avec cette vue spectaculaire sur la montagne et sur la nature, parce que vous êtes vraiment à la frontière. Vous avez une rampe et un escalier qui vous fait monter jusqu'en haut. Et vous pouvez vraiment faire l'expérience de ce qu'est cette ville, en fait. C'est une ville qui est isolée dans une nature extraordinaire.
qui est vraiment la frontière. Okay. At the very last, I'm going to be very quick. I'm sorry. Oui, ce sera le dernier, ce sera très rapide, à la vérité, ça a pris un peu de temps. Oui, alors ici, nous avons Berlin, bien sûr. Berlin, ici, vous voyez le complexe, c'est l'île des musées, comme on l'appelle, l'île aux musées, qui commence par Schinkels, le musée d'art, qui est en fait la mère de tous les musées de cette île aux musées. Et en fait, elle répond à Haut-Schloss, qui est cet autre bâtiment. Il s'agit d'une maquette plastique du lieu du Schloss. Ce n'était pas construit en 1958 et le palais présidentiel se trouve juste à côté. Ici, vous avez la cathédrale, le musée d'art. Ça, c'est Unter den Linden. Ça, c'est le centre, en fait. Hein. C'est là que vous retrouvez l'idée du roi, l'éducation, l'armée, Dieu, etc. Alors, toute cette partie a été bombardée pendant la guerre. Le Schloss a été très durement bombardé. Finalement, en 1958, il s'agissait, ça a été démoli. C'est une démolition plus symbolique. Donc, ce musée a été restauré. Également celui-ci, ici la Galerie nationale. Alors, tous ces musées ont été restaurés. Mal, à mon avis, de manière médiocre. Et bien sûr, le musée d'art a très souffert de ces restaurations. Alors, au milieu, il y avait ce musée de Stille, étudiant de Schenker. Ici, c'est le musée d'art, ici, vous le voyez. Ici, c'est le musée d'Euss, qui n'a jamais été restauré après, d'ailleurs, le bombardement. Et il est toujours en ruine jusqu'à aujourd'hui. Donc, si vous voulez, ça fait 50 ans qu'il est en ruine, à peu près autant de temps qu'il n'a été sur pied. La qualité est très détériorée, donc nous avons participé à un concours pour restaurer ce musée Neuss. Et nous avons gagné ce concours. Nous avons été nommés comme étant les auteurs du plan d'ensemble de toute cette île au musée. Ici, vous voyez dans quel état se trouve ce musée après la guerre, le musée Neuss. Oui, il a été très durement bombardé. Il est resté comme cela pendant des années. Ça, ce sont des photos des années 60. Ici, vous voyez la restauration, la National Gallery. Nous avons, en fait, on nous a assigné la responsabilité d'un projet qui devrait relier toutes ces collections artistiques, tous ces musées. Il y aura donc un nouveau bâtiment qui sera construit, qui sera l'entrée qui conduira à ces différents musées. Et bien sûr, nous devons conjuguer ces différents monuments entre eux. Voici dans quel état se trouve le musée Neuss. Ce modèle représente les parties manquantes. Toute cette aile a été tout à fait détruite. Ce coin, en fait, qui est tout à fait absent, qui a tout à fait disparu. Et cette aile également a été entièrement détruite et donc fait défaut. Le reste du bâtiment, le reste du musée a survécu de manière diverse. Les qualités sont fort diverses de cette survie. Il y a, si vous voulez, à droite, une condition, un statut qui est plus ou moins récupérable. Les murs, là, ont survécu, rien d'autre. Donc, si vous voulez, c'est un édifice qui présente des dommages extrêmement importants et qui, en plus, a été abîmé de manière incohérente. Et il ne lui reste plus de cohérence interne. Ça, ce sont effectivement des photos qui ont été prises dans les années 50. C'est peu de temps après le bombardement. C'est une photo d'aujourd'hui. Vous voyez de ce mur ici. Et ce qui est extraordinaire concernant cet édifice, c'est qu'après tant d'années, après tant de temps, si vous voulez, il a conservé un certain nombre de qualités. Si vous voulez, les ruines, en fait, sont belles. Elles prennent une certaine qualité,
s'acquièrent une certaine qualité. Je crois que c'est la manière dont elles sont exposées, elles se matérialisent, si vous voulez, elles deviennent très palpables. Et nous pensons qu'elles sont une grande présence physique. Elles sont très présentes physiquement. Oui. Mais voilà, ça c'était un escalier. L'escalier, lorsqu'il a été terminé, maintenant, c'est notre projet. Fondamentalement, pour tout ce qui est manquant dans cette construction, la stratégie que nous avons utilisée, c'est de recourir à du béton préfabriqué pour reconstruire les formes de tout ce qui a disparu, ce qui reste. Ce qui reste, les vestiges, sont tellement importants. Ces vestiges n'auront de signification que si on leur redonne néanmoins une certaine forme. Et donc, c'est un peu comme les fragments d'un vase grec. Si vous avez les fragments d'un vase grec, en tant que fragments, ils n'ont pas de signification. Mais ces fragments peuvent être reconstitués, peuvent reformer, reconfigurer un vase. Et en fait, on le fait en les coulant dans un plâtre blanc. Et ce plâtre blanc, en fait, n'apporte pas de détails. Il ne va pas remplir la déco, mais il va certainement donner une nouvelle forme. Et donc, il va redonner signification aux fragments. Et ça, c'est notre analogie. La manière dont nous avons souhaité utiliser, bien sûr, ce n'est pas du plâtre blanc, c'est du béton, en tout cas, non pas pour recréer la décoration, la déco de l'époque, mais pour recréer des séquences spatiales et un espace volumétrique et redonner cette puissance à cette construction. Nous avons accepté les différents endommagements de cette construction. À certains endroits, les vestiges sont plus affectés que d'autres, plus détériorés, dégradés. Il y a un certain nombre de dégradations qui sont plus légères, il y en a des plus lourdes, suivant les endroits de l'édifice. Alors, nous avons travaillé sur ce projet, nous avons travaillé pendant 5 ans sur ce projet, et chaque initiative, si vous voulez, chaque pas en avant que nous avons fait, nous l'avons fait après un très large débat avec les historiens. Ça a été un processus, une démarche extrêmement profonde, qui a engagé énormément de personnes, car il s'agissait de redonner une signification à une ruine qui est au cœur de l'histoire de l'Allemagne, bien sûr, et qui est sans doute un des bâtis les plus importants, sans doute un des meilleurs de cette île au musée. Et je pense que là, nous jouons avec des vestiges et nous jouons avec l'idée de refaire une nouvelle construction tout en respectant l'ancienne. Alors ici, vous voyez les escaliers. Nous avons essayé de bien mesurer la manière dont nous allions replacer ces escaliers, ce qu'était cette salle avant et quelles étaient les possibilités d'aujourd'hui. Alors, vous voyez les ombres en blanc, ce sont les parties qui seront reconstruites. Ici, vous voyez le coin qui était tout à fait absent, qui avait été complètement bombardé, détruit. Ce n'est pas tout à fait le pendant, si vous voulez. Ce n'est pas tout à fait symétrique à l'autre aile. Maintenant, nous avons besoin quand même de rappeler. Nous avons perdu, bien sûr, cette partie ici. Donc, j'ai voulu un peu, si vous voulez, une silhouette domique. Mais j'ai souhaité ici reprendre ces espaces du 19e siècle. Nous en avons fait un espace, bien sûr, qui est beaucoup plus neutre, qui utilise du béton, mais qui reprend la forme. Et cet espace, c'est un espace de mémoire, nous pensons, qui doit donner en fait une justification à une forme extérieure domique de ce bâtiment. Ici, vous voyez le nouveau dôme. On le voit à l'extérieur, ça en cuivre,
et qui donc aura une certaine correspondance avec son homologue de l'autre côté. Et là, vous voyez également un espace, une interprétation extrêmement neutre, si vous voulez, de l'intérieur. Nous avons dû lutter et nous continuons à lutter avec les lobbies de restauration qui souhaitaient que nous reconstruisions strictement comme les choses étaient construites à l'époque. Et bien sûr, là, nous avons souhaité nous retirer d'ailleurs et nous avons recréé notre construction. Moi, j'ai résisté tout à fait à cette volonté de reconstruire tout à fait à l'image du passé. Parce que les vestiges qui sont là ont un pouvoir énorme, ont un pouvoir d'histoire, de souvenir, de mémoire. Si vous essayez de reconstruire comme s'il s'agissait de quelque chose de nouveau, mais à l'image du passé, en fait, on perd l'idée de ce qui est original et de ce qui ne l'est plus, des parties qui datent, qui sont du passé et des nouvelles parties. Alors, voilà l'espace. Il s'agit d'un espace qui essaye de s'inspirer de l'architecture Stuart, une certaine neutralité. C'est toujours ce même béton blanc qui revient, qui, à mon avis, est un élément assez neutre. Et sans, si vous voulez, sans de plâtre, tout est exposé. Le béton est à nu. Et la force des ruines me semble renforcer, des vestiges me semble renforcer, me semble beaucoup plus puissante. Ce sont des ruines très masculines, très viriles, qui, en fait, se présentent dans des salles d'exposition. C'est donc partout du béton, béton au plafond, béton sur les murs, du béton nu. Alors, ici, vous voyez la forme de cette salle, toujours le béton, un béton qui me semble tout à fait magique dans un lieu comme celui-là, que nous utilisons partout. Certaines de ces parties ont 10 mètres de long. Ce sont les plus grands panneaux de béton que vous trouvez sur le marché allemand. Et 4 centimètres. C'est donc de grands morceaux de béton qui ont été introduits, qui ne présentent aucun détail marqué, mais qui ont une présence physique extrêmement forte, qui correspond à la présence des ruines. Ce sont des parties qui ont été très endommagées, très dégradées, sans néanmoins être tout à fait en ruine. Donc dégradées, et puis des dégradations qui ont eu lieu également dans les années 1960, dégradations ultérieures, dégradations dues à l'humidité importante, dégradations. Ici, certaines peintures ont été abîmées, d'autres ne l'ont pas été. Il y a des mosaïques qui sont également dégradées. Donc les salles, si vous voulez, présentent différents niveaux de dégradation. Et à nouveau, ce que l'on pourrait faire, bien, nous reprenons le design, et nous refaisons à l'égal, à l'image du passé. Bien sûr, nous n'avons pas voulu, vous savez, nous sommes opposés tout à fait. C'est une technique qu'on peut comprendre, bien sûr, et notamment dans la restauration de la peinture. Lorsque vous restaurez la dernière salle, bon, vous n'allez pas, vous allez tout simplement adoucir les dégradations sans tout refaire. C'est ce que nous avons voulu faire. Nous avons donc sur ordinateur, nous avons photographié chaque surface, chaque mur, chaque encadrement de porte, chaque sol, chaque encadrement, chaque cadre de porte. Nous avons repris par exemple dans ces deux salles, vous allez voir, diapo suivante. Donc vous voyez ici, c'est l'autre partie de cette salle. Ici, nous avons enregistré de manière photographique, bien sûr, les dégradations. Évidemment, vous voyez ici pas mal de plâtre qui manquent un peu partout. Une peinture qui était une simulation de marbre. Nous avons repris tout cela sur ordinateur et nous avons travaillé sur ordinateur. Parfois, nous avons prévu 20 couches, parfois plus, parfois moins, pour essayer, si vous voulez, d'adoucir. C'est toujours la même surface. Voilà comment la restauration se fera.
vous pouvez voir que nous avons essayé, si vous voulez, de nettoyer, de sabler légèrement la façade. Nous avons essayé d'adoucir les dégâts de l'eau, les dégâts de l'humidité. Nous ne sommes pas intéressés à célébrer la dégradation. Nous ne voulons pas non plus perdre, néanmoins, ce qu'est l'original, ce qu'était la logique de ce projet. Nous ne souhaitons pas, en fait, qu'il y ait confusion entre ce qui est original et ce qui ne l'est pas. Donc, il y a, bien sûr, pas mal de réhabilitation de certaines lignes, mais nous n'allons pas replâtrer les choses. Nous allons simplement remplir avec un peu de ciment et un peu de matière liante des ciments, tout simplement. Et ici, nous le faisons pour chaque mur de cet édifice. Donc ça, c'est dans l'état dans lequel se trouve une des salles qui se trouve en haut des escaliers et qui est une salle qui est un peu une interface entre différentes salles. Vous voyez les différents dégâts de l'eau. À certains endroits, il y a encore des parties de fresques. C'était un peu décoré style jardin. C'est un premier état. Nous passons ici au deuxième état. Un état où nous essayons de nettoyer un peu un certain nombre de dégâts, d'endommagements qui ont été provoqués. Et ici, nous avons essayé d'adoucir les choses, nous avons essayé d'adoucir tout ce qui a été l'endommagement. Nous avons nettoyé, nous avons légèrement sablé. Et nous avons essayé de raviver un peu les couleurs, également nettoyer les cadres, l'encadrement des portes. Et voilà. Je crois qu'il y a encore une autre dia, la vérité, après celle-ci. Nous avons donc peint en bleu clair, un bleu très très clair, le plafond. Enfin, il y a encore une dia après celle-ci. Voilà, vous pouvez voir qu'il y a encore pas mal de dégâts ici, de dégradations, nous sommes passés à ce niveau aussi. Il y a encore une étape additionnelle. C'est parfois 20 couches, hein, c'est en 20 étapes que nous fonctionnons parfois. C'est le type de restauration que nous sommes proposés de réaliser à Berlin pour ce musée. La même chose pour l'extérieur. Il manque des figures ici. Et donc ça vous montre comment, petit à petit, nous adoucissons. Mais l'ambition, ce n'est pas de remettre le bâtiment en neuf. C'est un processus qui est très difficile parce que d'abord, les historiens un nouveau bâtiment et d'autre part, les techniciens me disent bon, ce plâtre est abîmé, il y a trop de sel, c'est plus facile de l'enlever et de recommencer. Donc tous les projets de restauration reviennent toujours à cela. Donc enlever l'ancien, remettre du nouveau. Donc en fait, on s'est vraiment battu pendant 5 ans pour adopter une technique tout à fait différente. Oui, je crois que c'est la dernière. Donc, vous voyez, nous travaillons très longtemps, mais quelquefois, nous allons trop loin et du coup, il faut revenir en arrière si c'est trop propre. Mais en fait, il s'agit d'essayer d'atteindre un équilibre au cas par cas. Et certains historiens trouvent ça un peu... Il y a des endroits où on veut enlever le matériau original et ils nous disent, bon, ça c'est contre vos règles. Je dis, nous n'avons pas de règles. En fait, le but, c'est que chaque surface ait sa propre signification, sa propre logique. Donc voici, tout ça c'était nettoyé. Donc, en fait, on n'ajoute jamais quelque chose qui n'était pas là. Nous nous basons sur ce qui existe déjà. Donc ça ressemble énormément à un tas d'autres projets. Vous essayez de faire sortir le projet de l'ombre. Vous essayez de trouver ce qui se trouve en dessous, mais vous n'essayez pas d'y ajouter quoi que ce soit. Enfin, nous avons 2 nouveaux bâtiments qui font partie du complexe.
C'est nous qui sommes les maîtres d'ouvrage de tout cela. Il y a Helmut Slatter qui va faire ce bâtiment, Heinz Steser qui va faire celui-ci et Bunges qui fait celui-là. Et nous sommes responsables de celui-ci, le Neues Museum, et ce nouveau bâtiment qui sera le bâtiment d'entrée. Et il devrait être un nouveau bâtiment d'orientation. Je vais vous montrer très rapidement celui-ci. L'an dernier, nous avons gagné un autre concours pour un investisseur privé. Il s'agissait de construire une petite galerie ici. Donc nous construisons ici et là. Donc, ici, il s'agit de l'idée d'un nouveau bâtiment d'entrée. Suivant. Le concept, c'est une série de blocs de verre. On essaie que ce soit très neutre, avec comme fond l'ancien bâtiment. Nous avons la librairie, coffee shop, et nous essayons que ça serve de connexion pour entrer dans tous les autres bâtiments. Contrairement au Louvre, vous allez pouvoir entrer ailleurs. En fait, ça c'est la pyramide si vous voulez. Mais la différence, c'est que avant de descendre, vous avez déjà des choses à faire dans la pyramide si vous voulez. Et en plus, chacun des bâtiments va garder sa propre porte d'entrée. Donc vous pouvez entrer ici, acheter votre billet, ensuite sortir et aller ailleurs. Suivant. Le bâtiment plonge dans l'eau, donc nous avons recréé un nouveau front. Ici, c'était le Shimon-Spakov, le bâtiment Shimon-Spakov. En fait, le langage de l'architecte vise à créer une distance entre une représentation explicite des bâtiments environnants et de construire une architecture beaucoup plus neutre. Voici le Neues Museum qui est derrière. Et là encore, l'idée c'est de donner une qualité de vitrine à ce bâtiment. Il sert de vitrine aux collections archéologiques. Et c'est une introduction aux collections archéologiques. Ça, ce sera la nouvelle entrée. Vous pourrez toujours aller dans le Altes Museum ou le Neues Museum. Mais ce sera une façon pour le musée d'accueillir de grands groupes de touristes ou des écoles. Je ne peux pas restaurer le Neues Museum, lui garder son tissu historique tout en construisant des toilettes pour 50 enfants. Et enfin, voici le dernier bâtiment auquel nous travaillons. Voici le Altes Museum, voici une petite galerie que nous sommes en train de construire. Enfin, on est sur le point de commencer à la construire. Ensuite, nous avons cette partie qui appartient à l'université. Voici le Neues Museum, l'Altes Museum. Et le bâtiment, l'entrée en fait sera construite ici. Mais le premier bâtiment sera terminé. Il ne s'agit pas d'un bâtiment qui appartient au musée, mais à un propriétaire de galerie privée. L'idée, c'est que toute la lumière vient de la fenêtre et nous minimisons l'éclairage artificiel pour maximiser la lumière du jour. Ça, c'est la dernière. Je vous remercie.
Il nous reste 10 minutes avant que nous devions rendre la salle. Est-ce qu'il y aurait une ou deux questions que nous pourrions poser à David Chipperfield? J'étais en Chine et j'ai fait une conférence en Chine, il y a un silence d'une minute environ. Et je me disais, bon, ils sont trop polis. Je pensais que c'était comme au Japon. Et puis tout d'un coup, j'ai eu des questions très agressives, tout d'un coup, pendant plus d'une heure. Donc j'étais très choquée. On m'a posé des questions très violentes. Alors ne soyez pas trop chinois, s'il vous plaît. Non, personne, vraiment? Bien, eh bien, écoutez, thank you very much, David. Je vous invite à nous retrouver le 14 juin avec quelqu'un qui est complètement dans la lignée de David Chipperfield. Il s'agit de Raphaël Moneo, qui nous présentera ses projets et en effet fera un peu le bilan de son expérience pédagogique à Harvard. Voilà. Merci, bonsoir.